Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce. Ah bah non, là ça marche pas. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo d'un format nouveau, fin 2025, j'ai été voir Chien 51 en salle, un film assez moyen. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller voir ma critique. Alors je l'ai mis en fiche, normalement c'est là quelque part, et en description, ça c'est en dessous. Et dans la foulée, eh bien, j'ai lu le roman de Laurent Godet, que voici, afin d'aller un petit peu plus loin dans l'univers de cette dystopie et de voir les choix que le réalisateur Cédric Jiménez a fait, ce qui a été conservé, ce qui a été changé. Le format habituel de mes critiques de films étant un peu court, ça ne permet pas toujours d'entrer dans le détail, et bien là ça va être l'occasion. J'ai mis la bannière en début de vidéo pour vous avertir, si besoin, que je vais ouvertement dévoiler les éléments des intrigues du film ainsi que du roman. Je vous laisse donc avancer dans cette vidéo en connaissance de cause. Ce qui est fidèle, ce qui l'est moins, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Chien 51, le film que voici, versus Chien 51, le livre. C'est parti! Alors dans un premier temps, on peut aborder la couverture du livre, je vous la remontre, parce qu'après avoir vu le film, eh bien, je vous avoue que je n'avais pas très bien saisi le sens de cette illustration. On voit ce dôme gigantesque qui implique une protection face à une menace extérieure, une menace qui doit être assez sérieuse pour s'être lancée dans la construction d'un tel édifice. On apprend au fil du livre qu'il s'agit de faire face à un dérèglement climatique. Alors on nous parle de pluies acides, on nous parle de la furie, qui est une sorte de tempête plus. Il y a même un chapitre entier qui est consacré à la construction du dôme en question, et cet élément du décor, eh bien, il s'inscrit dans la description d'un futur proche où l'humanité a continué d'exploiter sans retenue les ressources de la planète, et que plutôt que de changer ses habitudes, eh bien, elle a préféré s'adapter tant bien que mal à la nouvelle situation. Du coup, cette couverture, que je vous remontre, elle m'a bien interpellé tout de suite, parce que c'est un élément qui est totalement absent du long métrage. Dans le film, que je vous montre puisque je l'ai ici, dans le film, ici, on a juste une pluie battante lors de la capture de John Mafram, mais c'est plutôt utilisé pour souligner l'intensité dramatique de la séquence. On peut y voir un parallèle avec le premier Blade Runner éventuellement, et donc avant tout marquer l'importance de capturer le révolutionnaire. Bien évidemment, un film ne peut généralement pas retranscrire l'intégralité d'un roman, mais on a ici un premier choix, puisque dans le film, on a clairement évacué la question de la météo. C'est un peu dommage, parce que d'une, ça alimente l'aspect dystopique de l'œuvre, et puis de deux, on va y revenir plus tard, mais ça évacue en partie les aspects sociaux et sociétaux qui sont traités dans le livre. Puisque je vous ai cité John Mafram, parlons un petit peu des personnages. Commençons par le duo d'enquêteurs, qu'on voit donc par exemple ici dans la couverture du DVD, Zembrecht et Salia Malberg. Bien entendu, quand j'ai entamé la lecture du roman, je l'ai fait avec une vision préétablie par quelqu'un d'autre, avec une part d'imagination réduite par rapport à quelqu'un qui aurait lu le livre sans avoir vu le film. Néanmoins, en ce qui concerne le personnage principal, j'ai trouvé que le film l'avait très fidèlement retranscrit. Dans chaque chapitre où Zem est présent, lors de chacune de ses paroles, j'ai trouvé que la prestation délivrée par Gilles Lelouch correspondait vraiment très bien à ce que j'ai lu. J'ai fait le lien en permanence en ayant en tête l'image de l'acteur. Et non seulement, eh bien, je n'ai pas été gêné, mais ça m'a même, je dirais, aidé à m'impliquer dans le roman. Par contre, pour ce qui est de Salia, j'ai eu un petit peu plus de mal. Déjà parce que dans la version cinéma, comme je l'ai dit d'ailleurs dans ma critique, j'ai trouvé que la performance de Adèle Exarchopoulos était mitigée, notamment parce qu'au début, elle est limite en mode robot. Dans la scène où elle rencontre Zem pour la première fois, elle se dispense de toute forme de politesse. Alors même si c'est parfois purement rhétorique, il y a quand même une nuance entre jouer un personnage froid et vraiment une connasse, hein. Cela dit, dans le roman de Laurent Godet, j'ai le sentiment que Salia est un personnage un peu plus neutre que Zem, qui à plusieurs reprises laisse échapper sa colère par exemple, que ce soit physiquement ou verbalement. Mais même quand c'est pas le cas, l'auteur nous décrit comment il reste, ou du moins essaye de rester calme. Alors qu'avec Salia, on déborde rarement d'émotions, pas sur ce qu'on peut ressentir quant à ce qui lui arrive, parce qu'il lui arrive des choses assez peu envieuses, mais bien par rapport à ce qu'elle exprime ou ce qu'elle verbalise. Ça excuse en partie le travail de l'actrice française quant à son interprétation. Dernier parallèle que je ferai entre le livre et le film au sujet de nos deux héros, eh bien c'est l'écart générationnel qui a été respecté, car il est bel et bien déjà présent dans le roman. J'ai lu ici et là que c'est quelque chose qui avait pu déranger un peu, mais le chapitre dans lequel l'auteur nous décrit leur rapport au Love Day notamment, un festival durant lequel le sexe est une fête, eh bien, vient assez clairement illustrer cette différence.
Pour ce qui est de Zem et de Salia, donc, le film a réussi à rester plutôt très fidèle, mais en ce qui concerne un autre personnage commun aux deux œuvres, là, ça devient un peu plus compliqué. On va entrer donc dans le détail sur le fameux John Mafram. Dans les deux cas, c'est bien un homme qui se rebelle contre l'autorité en place. Dans les deux cas, il se fait attraper, alors par Zem dans le film, par Salia dans le roman, mais sur le fond, son histoire est très différente d'un média à l'autre, car il symbolise finalement le choix qui distingue fondamentalement le roman du film. Si vous avez vu le film, vous savez que l'histoire tourne autour de l'intelligence artificielle, une IA qui assiste grandement la police dans son travail et dont le créateur, George Kessel, se fait assassiner au tout début. On est donc sur les thèmes de la sécurité, du contrôle, de la numérisation. John lui-même apparaît en plusieurs versions, sans qu'on ne sache bien le pourquoi du comment. On voit également par le biais des publicités dans la rue, un service qui s'intitule Sozimi. Pour le peu qu'on en apprend, cela permet aux clients de passer la soirée avec leur célébrité préférée, par exemple, même si là encore, on n'en saura pas vraiment plus. Est-ce que les sosies sont en chair et en os? Est-ce que c'est de la réalité virtuelle? À moins que quelque chose ne m'ait échappé, mystère. Dans le roman, certes, l'IA est également présente, mais ce n'est pas du tout le sujet de l'enquête. Non, parce que l'élément déclencheur autour du premier cadavre, un certain Malek Pamuk, eh bien, c'est le fait qu'on lui ait ouvert le ventre et que sa greffe Eternitox est tout simplement disparue. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de greffe Eternitox pour celles et ceux qui n'ont pas lu le roman? Eh bien, c'est en quelque sorte un produit de luxe qui permet aux habitants privilégiés, au hasard ceux qui vivent en zone 1 et 2, de retrouver une seconde jeunesse l'espace d'1 à 2 décennies. Dans le livre, il est également question de technologie, mais une technologie qui veut ici appuyer la fracture sociale décrite dans Chien 51. Là où l'IA surveille concrètement tout le monde, le fait que des personnes disposent ou non d'un avantage sur leur santé en fonction de leur situation sociale, met en évidence un déséquilibre sur lequel le récit va pouvoir se construire. Sur ce point en particulier, donc, dans le même ordre d'idées qu'avec la question du climat que j'ai mentionné tout à l'heure, eh bien, le livre se montre un peu plus approfondi, mais à la limite, vu la longueur du roman, c'est juste normal, mais c'est surtout plus cohérent dans l'ensemble que pour le film. On a donc vu que Chien 51, ça parle de climat, ça parle de technologie, mais ça parle aussi de politique. Dans le film, la toute première victime, c'est George Kessel, le créateur de l'IA Alma. C'est une affaire très sensible qui vient titiller le gouvernement quant à sa politique de sécurité publique. Les médias se jettent sur le sujet et il faut donc des résultats et vite. Je vous l'ai dit en début de vidéo et je vais le repréciser maintenant au cas où, je vais à présent révéler la fin du film. Dans le final du long métrage, donc, Théo Rimarval, le ministre de l'Intérieur, qui est interprété par Romain Duris, avoue qu'ils ont perdu le contrôle, que l'IA a pris le pouvoir et qu'en gros, elle élimine toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, menacent son existence. On a donc affaire à une remise en question du pouvoir jusque dans les plus hautes instances. Dans le roman, il s'agit aussi d'une lutte de pouvoir, mais entre deux hommes. D'un côté, on a Kanaka, élu de la commission santé, et de l'autre, on a Barsoc, élu de la commission sécurité. Les deux personnalités sont des adversaires politiques, puisqu'en fait, ils visent tous les deux un poste à la commission directoire, et c'est en partie de cette lutte interne que naît l'enquête que nos deux policiers tentent de résoudre. Les deux victimes mènent d'ailleurs indubitablement à Kanaka. On apprend que la première d'entre elles, Malek Pamuk, a eu une altercation avec le responsable de la santé publique. Et là, je vais vous spoiler l'enquête du roman, puisqu'en réalité, Malek, c'était un sujet test des greffes Eternitox. Alors pour un résident de la zone 3, bien c'est quelque chose d'inespéré que de bénéficier de cette avancée. Mais le revers de la médaille, c'est qu'au moindre problème, les spécialistes ne soignent pas les patients. Ils se contentent d'observer, de recueillir des données, et ce, afin d'éviter que le même souci ne se présente sur un habitant de la zone 2 à qui on a garanti l'efficacité absolue du traitement. Se sachant mourant, Malek, il voulait afficher au grand jour la réalité, faire que sa mort serve, et c'est pourquoi il désirait qu'on organise son assassinat, et qu'il s'est d'ailleurs donc rapproché de John Mafram, pensant servir sa cause, mais ce dernier, il a refusé. C'est finalement Solobek, conseiller spécial de Barsoc, l'élu à la sécurité, qui s'en est finalement chargé. La deuxième victime, Ira Kaprak, personnage également présent dans le film sous le prénom de Hamel, était la maîtresse de Kanaka. Alors elle aussi, elle est retrouvée éventrée bien que non greffée, et c'est une différence importante qui va d'ailleurs perturber l'enquête de Zem et de Salia. Tout ce qui compte, qu'il y ait des preuves ou non, c'est de mettre Kanaka dans l'embarras à cause de cette enquête, et ainsi le mettre à l'écart à cause d'une cote de popularité décroissante face à son rival politique dans la course à l'obtention donc de ce fameux poste à la commission directoire. Au fond, le film a bien réadapté le discours compte tenu du changement de sujet. On le rappelle, l'IA à la place des greffes, mais c'est un peu plus basique, parce que c'est
tout simplement l'homme contre la machine, quelque chose d'assez manichéen dans l'ensemble, là où dans le roman c'est une lutte pour le pouvoir plus sournoise qui s'organise en tâche de fond avec les différentes manipulations que ça peut impliquer. Avant de terminer cette vidéo, je vais faire quelques derniers comparatifs un peu plus rapidement. Dans le livre, comme dans le film, on retrouve en introduction la même problématique de livraison de lait, par exemple, en quantités absurdes chez Zem, qui essaye tant bien que mal d'arrêter ce gâchis, mais sans succès. Alors au cinéma, c'est même utilisé une seconde fois, puisque le policier rend visite à son médecin au sein de ce qui ressemble à une structure sociale et apporte le lait dont il n'a pas l'utilité. Bon, au moins, ce n'est pas perdu. Au cours de leur enquête, Salia et Zem se rendent dans une église où ils questionnent un pasteur et ça permet de développer le fait qu'un certain nombre de citoyens vivent autant que possible en marge de cette société ultra connectée. Comme sur pas mal de points dans le film, c'est pas tellement plus approfondi que ça, mais ça enrichit intelligemment la dystopie. A noter que là j'utilise le terme de citoyen, mais dans le livre, l'auteur se sert d'un mot valise inventé pour l'occasion, à savoir salarié, un mix entre citoyen et salarié. Alors pourquoi ? Eh bien parce que dans le roman, Laurent Godet commence son récit en nous parlant de la faillite économique de la Grèce, pays d'origine de Zem, qui n'a alors eu d'autre choix que d'être racheté. Oui, oui, vous avez bien entendu, une nation tout entière qui a été rachetée par une société privée, en l'occurrence Goltex. C'est une caractéristique assez commune en science-fiction que de voir les entreprises privées toujours plus puissantes, et quand on voit ce qui se passe dans nos sociétés bien réelles, il semble que toutes ces œuvres soient plutôt dans le vrai. Pour finir, je vais reparler un peu du sort réservé à nos deux personnages principaux, en commençant par Salia, qui est gravement blessée, alors physiquement dans le film, après s'être fait tirer dessus par un drone, mais dans le roman, ses blessures sont avant tout psychologiques, puisqu'on comprend qu'elle a été torturée. Dans les deux cas, les blessures sont assez lourdes, mais elle finit quand même par s'en remettre, contrairement à Zem, qui lui aussi se verra criblé de balles après son entrevue avec le ministre de l'Intérieur, et qui finira d'ailleurs par succomber à ses blessures, là où dans le roman, il décide d'aller dans son bar habituel pour prendre sa dernière dose, et ainsi aller retrouver spirituellement sa Grèce natale qui lui manque tant. Le livre fait souvent référence au passé de Zem et à la manière douloureuse dont il a dû quitter son pays. C'est un flic exilé, en perte de repères et d'identité. Il est marqué par une ancienne affaire dans laquelle il a perdu de nombreux proches, donc on peut trouver que ça tient la route, mais ça m'a quand même un peu surpris, dans le sens où sa collègue montrait des signes de rétablissement. De fait, on peut trouver la fin du livre un peu plus pessimiste, comme si, après avoir résolu son enquête par un chantage poussant gentiment un politique vers la porte de sortie, eh bien Zem en sortait finalement plus désabusé encore et qu'il estimait peut-être ne plus rien devoir à ce monde. Si on fait le résumé des points fidèles et donc moins fidèles, et bien voilà ce que ça donne. Alors on a Zembrecht et Salia Malberg, je l'ai dit, qui sont plutôt fidèlement adaptés du roman. Le conflit politique qui est néanmoins bien présent, même s'il est traité différemment. La fracture sociale qui est évidemment là aussi présente, avec ces histoires de zones. Dans ce qui est moins fidèle, donc là on note l'évolution climatique, qui est clairement là, pas absente du long métrage, mais pas loin. L'enquête donc autour de l'IA, là c'est quelque chose qui est clairement inventé pour les besoins du long métrage. L'absence des greffes, donc c'est le changement de sujet. L'intrigue est donc un peu simplifiée sur certains points, même si elle a su s'enrichir sur d'autres, donc ça c'est quand même intéressant. On constate aussi la fidélité, même si c'est plus un point de détail sur les livraisons de lait par exemple, qu'on voit donc au début du roman et du film. Et puis une dernière chose qui n'est pas très fidèle, eh bien, donc, ce sont les sorts qui sont réservés à Salia et à Zem sur la fin du récit. On a donc 5 points à gauche et 5 points à droite. Alors si on devait donner une note, ça nous ferait seulement 10 sur 20. Le film est donc moyennement fidèle au roman. Maintenant, vous le savez, il est généralement très difficile d'être parfaitement fidèle à l'œuvre d'origine, ne serait-ce que par la durée de l'histoire, puisqu'ici le livre fait un peu moins de 300 pages, là où le film ne dure que 1h40. En sachant qu'en plus, ce dernier ajoute quelques scènes d'action totalement absentes du roman, ce qui laisse donc encore moins d'espace. Néanmoins, ça reste deux visions complémentaires qui se déroulent dans un univers globalement similaire. Mais pour ce qui est du roman, eh bien, on est face à une dystopie assez inégale, où de bonnes idées en côtoient d'autres classiques, voire un petit peu clichés, et une enquête poussive, puisque les deux enquêteurs semblent passer leur temps à aller interroger la même personne. Chien 51 garde pour lui une ambiance assez sale, dure, pessimiste, donc selon que ce soit votre truc ou non, vous apprécierez plus ou moins le livre. Pour ce qui est du film, on retrouve cette même inégalité, mais comme tout y est plus lisse, l'ambiance s'en retrouve affaiblie, et vu que les scènes d'action sont au mieux passables, disons, pour rester gentil, bien que Chien 51, le film, c'est une œuvre, je dirais, fonctionnelle.
Dans tous les cas, on a déjà vu quand même mieux, voire bien mieux, que ce soit sur l'aspect policier ou sur l'aspect science-fiction. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur ce comparatif entre Chien 51, donc le livre que je vous remontre, il est ici, par Laurent Godet, et Chien 51, le film, réalisé par Cédric Jiménez. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, notamment si vous connaissez les deux versions. Pour ce qui est de cette nouvelle rubrique, eh bien, j'ai actuellement un deuxième épisode en cours d'écriture, donc pensez à vous abonner pour ne pas le rater. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout, et n'oubliez pas, le temps d'une adaptation reviendra.